Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Grand plaisir est le mien de vous retrouver toutes les semaines pour le rendez-vous de l'innovation, de la créativité, de la science, du digital, bref, tout ce qu'il faut savoir sur l'innovation et surtout la révolution technologique. Le sommaire, c'est tout de suite. Le e-commerce et le dropshipping ne sont pas seulement des tendances mondiales, mais des outils puissants de développement économique. En s'inspirant du modèle Alibaba en Chine, le jeune programmeur et développeur Babalamine Ouattara a mis en place Dunia Mall, définie selon lui comme une plateforme de e-commerce adaptée aux réalités économiques et culturelles du Mali. WhatsApp dispose d'une nouvelle mise à jour et dans celle-ci, le scan de documents est possible. Pendant ce temps, un procès vise Meta pour l'acquisition de WhatsApp et Instagram. Enjeu majeur, le groupe pourrait perdre les deux réseaux sociaux. Cela fait exactement 10 ans que l'autorité de protection des données à caractère personnel existe au Mali avec pour principe fondamental la protection des données à caractère personnel. Aujourd'hui, cette institution indépendante fait son bout de chemin en mettant en place des lois et mécanismes pour nettoyer l'écosystème du numérique au Mali. Mais en réalité, après 10 ans d'existence, est-ce que l'APDP a réellement réussi à protéger nos données personnelles? Malinov s'est intéressé au sujet. C'est à travers une colloque et une communication scientifique que l'autorité de protection des données à caractère personnel a commémoré ses 10 ans d'exercice au Mali. 10 ans au cours desquels la protection des données a été un challenge sans répit. Par rapport aux acquis, il faut le reconnaître, la volonté politique univoque des plus hautes autorités du pays, donc de leur volonté d'usage, de protection des données personnelles des Maliens. Cela s'est concrétisé par la constitutionnalisation, article 12 de la nouvelle constitution de 2023, donc de la protection des données à caractère personnel, par l'institution de la loi numéro 2013, depuis 2013, donc portant protection des données à caractère personnel, et également par l'adoption des deux nouveaux codes, code pénal et code de procédure pénale, dans lesquels le non-respect du droit des données personnelles ou la violation du droit des données personnelles donc, sont évidemment réprimés par les dits codes. Et également en termes d'acquis, il y a également depuis mai 2024 l'adoption par le gouvernement d'un décret donc, qui fait que désormais les services de l'autorité de protection sont payants et ces montants sont reversés au trésor public. L'APDP a principalement pour rôle de protéger nos droits en ligne, d'informer, de sensibiliser et encadrer les acteurs du numérique. Mais l'autorité a-t-elle véritablement réussi à protéger et à faire protéger nos données personnelles? En 10 ans d'activité, l'APDP a vraiment joué son rôle en termes de protection des données personnelles au Mali à travers plusieurs activités, plusieurs missions qui ont été confiées à l'autorité. Donc à travers les missions de sensibilisation que l'APDP a pu mener en 10 ans, dans presque toutes les régions du Mali. Pendant ces 10 ans, l'APDP a eu à faire des sanctions. On a sanctionné plusieurs structures ici au Mali, publiques et privées, d'un montant allant de 5 millions à 20 millions de francs CFA. On a eu à donner plus d'une centaine de mises en demeure. L'APDP a sanctionné, l'APDP continue de sanctionner. Maintenant, avec le nouveau code pénal qui vient de sortir, les sanctions de l'APDP sont pénales maintenant. Les personnes qui ne sont pas en conformité avec l'APDP pour défaut de formalité, l'APDP peut les sanctionner à payer 5 millions d'amendes et à subir des sanctions privatives de liberté de 5 ans. Si pour certains l'APDP a tout fait pour protéger les données personnelles des Maliens, les acteurs du secteur par contre estiment que l'autorité a encore du chemin à faire. Je ne peux pas dire entièrement que l'APDP est parvenu quand même à faire un bilan éloquent, mais l'essentiel aujourd'hui c'est de faire connaître qu'on doit protéger les données personnelles et également sensibiliser les populations et je suis sûr et certain que cette autorité est toujours en phase de sensibilisation, de la formation même et puis de consolider ces acquis-là. Comme on l'a dit chez nous en Bamanankan, chaque humain a son bâton pour les diriger. Et je ne dirais pas qu'il est temps de prendre l'épée de Damoclès. Il est aujourd'hui, après la sensibilisation, c'est une autre phase qu'on appelle la sanction. Certes, il faut procéder à la sanction, mais il faut reconnaître qu'on est dans un pays
qui est jusqu'à présent en majorité analphabète. Même nous qui sommes des intellectuels, nous sommes nombreux d'aller à l'école, mais rester souvent dans l'esprit analphabète. Et la sensibilisation doit continuer, la pédagogie doit continuer avant de prendre la sanction. Les choix de commémoration de ces 10 années ont été stratégiques, incluant les universités et Fab Lab pour imprégner les jeunes sur les prérogatives de l'autorité et au-delà, d'être l'occasion de partager l'expérience de 8 délégations venues un peu partout d'Afrique. La PDP, comme on a l'habitude de dire, a été instituée par la loi de 2013 à partir de l'année 2015. Donc la première mandature a commencé à travailler à partir de 2015. Et 2015-2025, ça nous fait 10 ans. Donc pour célébrer ce 10e anniversaire, on a vraiment voulu en faire un partage d'expérience, inviter les autorités des autres pays, notamment 8 pays, le Sénégal, le Maroc, Madagascar, Burkina, Niger, et puis Ghana, etc. Donc on a invité ces pays à venir partager avec les chercheurs, puisqu'on a commencé depuis avant-hier au niveau de l'enseignement ministère, au niveau de l'université des sciences juridiques et politiques, l'université Kourouka-Foucault de Bamako, et aussi de venir partager avec les théoriciens et les praticiens du droit de ce domaine-là. Puisque c'est très important, nous évoluons dans un réseau qu'on appelle le réseau africain des autorités, dans lequel les réseaux, nous partageons nos compétences, il y a un partage d'expérience, des missions d'études que nous organisons de temps à autre auprès des différentes autorités. S'il y a lieu de dresser le bilan d'exercice de la PDP au Mali, celle-ci a voulu à travers cette commémoration dresser non son bilan, mais celui des avancées africaines en matière de protection des données. Les actions concrètes sont de plusieurs ordres. Nous avons d'abord une mission de sensibilisation. Et la sensibilisation concerne plusieurs acteurs. Il y a d'abord les responsables de traitement que nous sensibilisons. Et il y a aussi beaucoup d'autres acteurs comme les personnes concernées et les citoyens ordinaires que nous sensibilisons aussi sur la nécessité de comprendre les enjeux qui sont liés à la protection des données à caractère personnel. Nous avons aussi ce que nous appelons chez nous la régulation. La régulation consiste à faire quoi? Ça consiste donc à attirer l'attention du responsable de traitement lorsqu'il ne respecte pas la loi. Donc la commission a un pouvoir de sanction et lorsqu'il ne respecte pas la loi, on a la possibilité donc de prononcer des sanctions. À côté de ça, il y a ce que nous appelons la veille juridique et la veille technologique. C'est quoi la veille juridique? Ça consiste donc à regarder un peu l'environnement technologique et d'attirer l'attention du législateur sur les réformes qu'il faut opérer pour s'adapter donc à l'évolution technologique. Il y a aussi la veille technologique, c'est de faire une sorte de patrouille sur les plateformes numériques, voir quels sont les développements qui sont faits et donc attirer l'attention sur la nécessité donc de respecter la loi sur la protection des données à caractère personnel. L'intelligence artificielle s'est aussi invitée dans les débats et les différentes délégations ont appelé à un encadrement éthique allié sur les valeurs africaines et à une intégration raisonnée dans les politiques publiques. L'autorité de protection des données à caractère personnel affirme que sa vision est d'anticiper les évolutions technologiques pour assurer aux Maliens que les innovations comme l'intelligence artificielle, le blockchain ou les métadonnées respecteront toujours les principes fondamentaux de protection des droits humains. À l'ère de la révolution numérique, le e-commerce et le dropshipping redéfinissent les règles du commerce mondial. Ces modèles offrent des opportunités uniques, particulièrement pour les pays en développement, en stimulant l'entrepreneuriat et en ouvrant les marchés locaux à une clientèle internationale. Au Mali, un jeune stagiaire en informatique, Baba Lamine Ouattara, a décidé de prendre cette vague d'innovation à bras-le-corps en lançant Dounouyamol, ce qui pourrait devenir le futur Alibaba malien. Son ambition, utiliser le potentiel du numérique pour stimuler le développement économique du pays. Nous sommes allés à sa rencontre. Le e-commerce permet aux entreprises et aux entrepreneurs de vendre des biens et des services sans les contraintes physiques des magasins traditionnels. Il démocratise l'accès aux marchés internationaux en rendant les produits locaux accessibles à des clients du monde entier. Plus rapide, plus pratique et souvent moins coûteux, il représente une opportunité majeure pour les économies émergentes. Nous le savions tous déjà,
l'e-commerce est en plein essor dans le monde, précisément ici en Afrique. Donc, vu les problèmes commerciaux qui sont ici au Mali, nous avons voulu mettre en place ce projet pour pouvoir donner un accès plus facile aux produits à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Bon, nous avions beaucoup de critères, à savoir il faut que l'entreprise soit d'abord réglo, avoir un NIF pour commencer, ou bien avoir un chiffre d'affaires conséquent, fiable. Nous avions mis autant de critères pour faciliter les achats en un premier lieu, sécuriser les données et avoir des excellents produits pour nos clients aussi également. Parce que notre souci aussi, c'est aussi donner de très bons produits à nos clients. C'est un modèle particulièrement attractif pour les jeunes entrepreneurs en quête de solutions à faible investissement initial. C'est en comprenant ces dynamiques globales que Baba Lamine Ouattara, jeune stagiaire en informatique, a décidé de créer la plateforme de e-commerce Dunia Mall, adaptée aux réalités économiques et culturelles du Mali. Inspirée du géant chinois Alibaba, cette initiative vise à offrir aux producteurs locaux, artisans et commerçants maliens une vitrine numérique pour écouler leurs produits à l'échelle nationale et internationale. Sur la plateforme, je dirais que vous pouvez trouver énormément de produits sur la plateforme. Cela dépend des fournisseurs. Nous avons déjà eu quelques fournisseurs qui sont déjà sur la plateforme, mais chacun a sa catalogue de produits. Des habillements, les baskets, etc., des sacs, etc. etc. La plateforme a été conçue pour faciliter les achats, limiter les déplacements et tout. Nous n'avions pas encore à notre possession un mode de paiement fiable, mais nous travaillons avec d'autres partenaires et nous allons mettre en place très bientôt un moyen de paiement fiable, sécurisé. Dunia Mall vise à connecter les entrepreneurs maliens avec des clients du monde entier tout en offrant des services logistiques et des solutions de paiement adaptées. À terme, cette plateforme pourrait devenir un acteur clé de l'économie numérique malienne si toutefois on lui accorde assistance et suivi. En tout, c'est le souhait du jeune programmeur. Côté design, sur la plateforme, vous pouvez voir des produits en promotion, les produits en tendance, les produits populaires, les produits qui sont les mieux vus par les internautes, les produits les mieux achetés, les mieux notés aussi également. Vous pouvez voir la liste des fournisseurs que nous avions déjà sur la plateforme, les fournisseurs les mieux notés, les fournisseurs qui ont des notes médiocres, etc. etc. Pour un premier temps, le fournisseur nous contacte d'abord et nous allons faire des vérifications si l'entreprise ou bien le vendeur en question est réglo, s'il paie réellement ses impôts et taxes, s'il a un NIF, s'il est sérieux. Nous faisons des sondages autour du vendeur en question pour pouvoir. Nous avons énormément de critères de sélection maintenant pour ne pas vendre des mauvais produits, des produits de qualité médiocre sur notre plateforme. Bien plus qu'une simple aventure entrepreneuriale, Dunia Mall incarne la volonté de ce jeune se disant prêt à transformer l'économie du pays grâce au numérique. En s'inspirant du modèle d'Alibaba, Baba Lamine Ouattara veut créer un écosystème numérique inclusif et prospère au Mali. Bon, je pense qu'il y a un début à tout. Il faut essayer de sensibiliser la population, de migrer vers ces genres de plateformes en fait. Pour moi, je pense qu'il faut d'abord valoriser le savoir-faire malien parce que ce sont des jeunes entrepreneurs qui ont conçu ces plateformes-là. Donc, acheter des produits sur ces plateformes permet en fait de valoriser le savoir-faire malien en fait. Les e-commerce et les dropshipping ne sont pas seulement des tendances mondiales, mais des outils puissants de développement économique, en particulier pour les nations en quête de nouvelles voies de croissance. Si ce projet réussit, il pourrait bien ouvrir la voie à une nouvelle génération d'entrepreneurs africains connectés au reste du monde. Le géant technologique Meta est en procès depuis ce lundi 14 avril devant le tribunal de Washington pour s'expliquer sur la façon dont il a acquis les applications Instagram et WhatsApp. Le groupe de Mark Zuckerberg est poursuivi par la Federal Trade Commission (FTC) aux États-Unis pour avoir abusé de sa position dominante lors du rachat d'Instagram en 2012 pour $1 milliard et de WhatsApp en 2014 pour 19 milliards. La plainte en elle-même remonte à 5 ans sous le premier mandat de Donald Trump. La Federal Trade Commission est une agence indépendante créée en 1914 dont la mission est l'application du droit de la consommation et le contrôle des pratiques anticoncurrentielles aux États-Unis. Le procès va durer 8 semaines.
Pendant ces 8 semaines, la Federal Trade Commission va tenter de démontrer que pendant plus d'une décennie, Meta a maintenu aux États-Unis un monopole sur les services de réseaux sociaux personnels, traduit par un usage dégradé pour les usagers contraints de tolérer trop de publicité et de changements brusques. Des accusations que Meta rejette. Ses avocats vont tenter de faire valoir que les investissements substantiels ont transformé les deux startups en superproduction et que la FTC, qui avait initialement approuvé les deux transactions, ne devrait pas être autorisée à revenir en arrière. Il s'agit d'un procès aux enjeux cruciaux pour Meta, car si le géant des réseaux sociaux perd ce procès, il pourrait être contraint de se séparer d'Instagram avec ses 2 milliards d'utilisateurs et de WhatsApp avec 2,5 milliards d'utilisateurs. Mark Zuckerberg a d'ailleurs tout fait pour éviter ce procès. Depuis la réélection de Donald Trump, il a assoupli les règles de modération des contenus, versé des contributions financières et nommé des alliés républicains à des postes importants chez Meta. Récemment, il s'est d'ailleurs rendu à plusieurs reprises à la Maison-Blanche pour tenter de persuader l'administration Trump d'opter pour un règlement à l'amiable. Ce procès visant Meta est l'une des 5 grandes actions lancées ces dernières années par le gouvernement américain dans le secteur des technologies. Google a récemment été reconnu coupable d'abus de position dominante sur le marché de la recherche en ligne en août dernier, tandis qu'Apple et Amazon font également l'objet de poursuites judiciaires. En France, un immeuble de 2 étages est en train de sortir de terre grâce à la technologie de l'impression 3D béton. Il s'agit d'une imprimante géante portique robotisée pour l'impression 3D béton supervisée grâce à un ordinateur. Cette technologie présente des gains de temps et une meilleure empreinte carbone. C'est le coup de cœur de Malina ce soir. Il s'agit d'une première pour un bâtiment de cette taille en France. Au milieu du chantier, courbé devant son ordinateur portable, un ouvrier supervise un portique robotisé pour l'impression 3D béton de l'immeuble de logement. C'est un petit peu la même chose que l'imprimante 3D que chacun peut avoir chez soi, sauf qu'elle est géante puisqu'elle va englober tout le gabarit du bâtiment à construire. Donc elle est fixée sur un système de portique amovible et donc une tête d'impression va imprimer tous les murs. Donc les murs sont imprimés, sont des rangées, en fait c'est une pâte molle qui sort de l'imprimante, et donc rangée par rangée, on va élever les murs de cette façon. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de pénibilité. Il faut savoir que les entreprises de construction aujourd'hui, les tâches de construction sont des tâches relativement pénibles, des métiers pas toujours très attractifs. Là, on a vraiment une main-d'œuvre hyper qualifiée et donc on pense rendre beaucoup plus attractifs les métiers de la construction. L'imprimante fait des allers-retours suite à une programmation faite depuis la machine, ce qui rend la tâche automatique. L'exactitude est ensuite suivie par les ingénieurs à partir de tablettes numériques pour certains et pour d'autres devant un ordinateur portable, le tout entouré par le portique en mouvement. Nous sommes ici avec un béton bas carbone, dit EcoPact, donc qui permet de réaliser plus de 30% d'économie par rapport au béton dit traditionnel. Et ce, grâce à divers éléments. Le premier, c'est qu'on est sur un liant bas carbone, dit EcoPlanet, qui effectivement permet déjà de réduire les émissions par rapport à un liant classique. On est par ailleurs sur une grosse taille de grains, c'est pour ça qu'on est à l'échelle béton et non pas à l'échelle mortier. Ces grains sont sourcés de façon locale. La construction 3D, c'est vraiment la possibilité de rendre les chantiers plus efficaces en ayant une main-d'œuvre qui sera plus qualifiée, une construction qui sera sans erreur et l'ensemble avec des économies de matériaux. Ici, sur ce chantier, on économise 10% de matériaux du fait de la liberté de design permise par la 3D avec des formes arrondies. Et tout ça peut se faire avec des bétons qui sont bas carbone. Le robot peut imprimer la forme que les architectes souhaitent avoir avec des coffrages spécifiques à faire. Au final, cette technologie fera du début à la fin un immeuble de 9 mètres de haut, du rez-de-chaussée au 2e étage, avec 12 logements pour 800 mètres carrés habitables au total. Comparé à un chantier classique, dans celui-ci, les nuisances sonores sont minimes. On va gagner à peu près 3 mois sur le délai global par le bâtiment imprimé par rapport à la technologie habituelle. Donc c'est pas rien puisque c'est un bâtiment qui peut être livré plus tôt
avec économiquement des rentrées de loyers qui vont arriver plus rapidement. D'ailleurs, sur notre projet, tous les balcons ils seront réalisés après l'impression en ossature bois. Donc on multiplie les modes constructifs, on ne veut pas les opposer les uns aux autres, mais on veut plutôt les associer parce qu'ils n'ont pas les mêmes qualités, ils n'ont pas les mêmes domaines de compétences, et donc le fait de les associer, ça permet de bénéficier des avantages de ces modes constructifs et d'en récupérer tous les bénéfices. Et c'est ce qu'on fait sur ce projet. L'investissement global pour le bâtiment est de 4,5 millions d'euros, soit 2 951 806 500, englobant un bâtiment similaire construit traditionnellement pour comparer. Au-delà du gain de temps et de rapidité, cette technologie permet également de diminuer la pénibilité pour les ouvriers. Des applications de scan, nous en avons parlé. Des révolutionnaires avec de l'intelligence artificielle, on en a également parlé. Du plus basique avec des fonctionnalités utiles, mais aussi au plus performant. Aujourd'hui, nous vous informons que vos besoins en scan de documents seront facilités par WhatsApp. Oui, WhatsApp, vous avez bien entendu. Je n'en dis pas plus, regardez l'astuce vous-même. Les amis, nouvelle fonctionnalité sur WhatsApp qui est hyper intéressante et super pratique. Et je pense que vous allez l'utiliser assez souvent. Donc regardez bien l'astuce jusqu'à la fin pour tout comprendre. Première chose à faire, si votre WhatsApp n'est pas à jour, vous devez vous rendre dans le store et mettre l'application à jour. Ça sera très important pour la suite. Ensuite, ouvrez WhatsApp. Vous irez donc plus en bas à gauche et dans sélectionner documents et dans documents, vous allez voir qu'en plus de sélectionner des fichiers et des médias, vous allez avoir une nouvelle option maintenant qui s'appelle numériser les documents. Vous appuyez dessus et vous allez pouvoir scanner un document, peu importe le format du papier. Une fois le scan fait, vous allez pouvoir le modifier et rogner et l'ajuster pour que ça matche bien avec ce que vous voulez. Après, vous allez dans couleur et là, vous pouvez choisir de garder en couleur ou en noir et blanc ou avec d'autres niveaux de gris. Vous pouvez choisir de faire de la rotation si votre document n'est pas dans le bon sens. Et une fois que vous avez fini, vous validez vos changements. Et si vous avez d'autres pages à scanner pour le mettre dans le même document, vous avez juste à continuer le scan avant d'enregistrer. Une fois que vous avez tout fini, vous pouvez enregistrer votre fichier en PDF. Ça sera prêt à être envoyé à vos contacts en un simple clic. Vous pouvez aussi sauvegarder le fichier en question pour l'envoyer par mail si cela vous arrange. Voilà, ce n'est pas aussi complet que certains scanners qu'on vous a déjà conseillé dans de précédentes astuces, mais ça reste une astuce utile pour quelqu'un qui est dans le besoin urgent. Faites-en bon usage et à la prochaine. C'est la fin du 152e numéro de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi et pour votre constante fidélité. Grand merci à toute l'équipe de production et de réalisation. On se dit à la semaine prochaine, même plateau.